Décidément, la Suède m'épate. Pas sur tous les sujets, bien sûr, et notamment pas sur le sujet de la natalité, puisque nous savons que les Suédoises ne veulent plus d'enfants, que la Suède est donc devenue un pays d'immigration, qu'un tiers de la population suédoise est d'origine immigrée et que les élites écolo-bobos veulent faire disparaître la superbe blonde suédoise dont la peau est de couleur blanche. Donc, la Suède n'est pas épatante sur tous les sujets, mais je viens de découvrir une réalité suédoise qui mérite vraiment un grand coup de chapeau. Il s'agit de la façon dont les membres du gouvernement respectent profondément la population suédoise, à l'inverse exact des membres du gouvernement français qui méprisent profondément la population française. Je vais en donner quelques exemples. À l'heure du déjeuner, les ministres français déjeunent dans leur ministère, entourés d'une armée de cuisiniers et autres maîtres d'hôtel, se gavant de mets délicieux arrosés par des vins de première qualité. Et tout cela, bien sûr, aux frais de la princesse contribuable. En Suède, les ministres se retrouvent tous ensemble dans une petite salle à manger ordinaire, se servent eux-mêmes comme à la cantine, avalent des plats tout à fait simples, sans la moindre goutte d'alcool, et payent leur déjeuner de leur propre poche. Concernant les collaborateurs des ministres suédois, ils sont réduits à la plus simple expression, en général moins de 10, quand les ministres français ont la plupart du temps plusieurs dizaines de collaborateurs directs dont on se demande bien ce qu'ils fichent. Concernant l'immobilier des ministères suédois et le mobilier des bureaux, les immeubles sont en apparence de solides HLM, d'une simplicité désarmante, mais fort bien entretenus. Quant au mobilier, il s'agit la plupart du temps de meubles de récupération achetés à très bas prix. En France, le moindre ministre de troisième zone se pavanera dans un hôtel particulièrement somptueux, en général massacré par chaque nouveau ministre qui veut une peinture à son goût, le tout étant désastreux en termes de goût, mais atteignant des sommets stratosphériques en termes de dépenses somptuaires. Et lorsqu'un ministre suédois voyage en avion, il doit prendre un avion de ligne en deuxième classe, s'il vous plaît, quand le ministre français utilisera des avions privés pour un coût considérable, le tout payé une nouvelle fois par la princesse contribuable. J'en parlais à tante Gertrude qui éructa littéralement. Une fois de plus, mon petit gars, il apparaît que les pseudo-gouvernants français ont pour objectif unique de vivre le mieux possible, la plus belle vie possible, au détriment des ploucs que nous sommes. Et il apparaît donc que la France caracole en tête des gouvernements les plus imbéciles de la planète. Mais je sens que cela ne va pas durer. Je reconnais que la tantinette m'a redonné le moral. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'est entendu, c'est définitif, cela ne mérite aucune discussion. L'attrait musulmane Turquie actuelle n'a plus rien à voir avec les hordes sauvages dont elle est issue, qui déboulèrent d'Asie en perpétrant sur leur passage massacres en tout genre et désolation systématique. Tout cela est un temps révolu et l'attrait musulmane Turquie est désormais parfaitement fréquentable et courtisé par nombre de pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Allemagne notamment, est une pièce importante du dispositif de l'OTAN, dont elle fait partie, et frappe avec obstination à la porte de l'Union européenne pour l'intégrer. Sur le papier, et pour les idéologues mondialistes qui nous gouvernent, tout cela est bel et bon, montre à quel point l'islam est compatible avec les valeurs occidentales et révèle qu'il faut le plus vite possible fusionner la culture turco-musulmane avec la culture occidentale, ce mélange de cultures devant aboutir à une sorte de paradis sur terre désiré par la très musulmane Turquie comme par nombre d'élites occidentales. Lorsque l'on souhaite se faire une opinion claire de quelque chose, il suffit d'écouter ce que dit ma tante Gertrude. Mon petit gars, qu'elle me dit souvent la tata, pour se faire une opinion juste et vraie, il suffit de regarder 3 choses et pas une de plus. Première chose, la réalité. Deuxième chose, la réalité. Et troisième chose,
la réalité. Sacrée tantinette, va. Je me suis donc penché sur une réalité très simple, la cohabitation entre les Arméniens chrétiens et les Turco-Azerbaïdjanais, non pas depuis un millénaire, mais seulement depuis un siècle, dans cette région située à l'ouest de la mer Caspienne et qui intègre notamment l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Quelle cohabitation! Reconnaissons-le, la réalité sur cette période récente est toute simple. Depuis une centaine d'années, les très musulmans turco-azerbaïdjanais n'ont eu de cesse que de massacrer consciencieusement et de façon dramatique les populations chrétiennes arméniennes, soldats ou civils, peu importe, enfants, adultes ou vieillards, peu importe, hommes ou femmes, peu importe. Très concrètement, effroyable génocide commis par les Turcs en 1915, aboutissant à l'anéantissement de plus d'1,5 million d'Arméniens. Épouvantable massacre d'Arméniens à Bakou et dans un nombre incalculable de villages arméniens en 1918. Nouveau massacre en 1919. Horrible massacre de la population de Chouchi en 1920. Sautons une centaine d'années. En 2020, invasion du Haut-Karabakh arménien par les très musulmanes forces turco-azerbaïdjanaises, d'ailleurs épaulées par Israël, se traduisant par des morts par milliers, des viols, des décapitations, et j'en passe. Et nouveau coup de force des très musulmanes forces turco-azerbaïdjanaises depuis quelques semaines, se traduisant également par une violence dramatique à l'encontre des populations arméniennes, militaires ou civiles. Pour mémoire et pour rappel, les puissances occidentales s'aplatissent amoureusement depuis des dizaines d'années devant la très musulmane Turquie et sont comme les deux doigts de la main avec la très musulmane et insupportable dictature azerbaïdjanaise. Tout cela n'est que la description de la réalité. Et tout cela n'est pas de très bon augure pour les pays occidentaux, chaque jour davantage colonisés par une Turquie qui, lorsqu'elle a le pouvoir, n'adopte pas franchement une attitude angélique envers les populations chrétiennes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Versailles, ville royale, ville protégée, ville à l'abri des turpitudes du monde, ville où il fait bon vivre. Telle est l'image que les Français ont de Versailles. Pourtant, à y regarder d'à plus près, Versailles est désormais majoritairement une ville macroniste, une ville dont les républicains aiment beaucoup les macronistes, une ville qui majoritairement n'aime pas du tout le Rassemblement national ou Reconquête, une ville très ouverte à l'immigration, comme chaque Versaillais ouvrant les yeux peut le constater dans la rue. Et Versailles peut être également une ville du racisme ordinaire, comme le démontre la petite anecdote suivante. Ainsi donc, une Versaillaise tout à fait remarquable, particulièrement tournée vers son prochain, unanimement louée pour sa douceur et son empathie, cette Versaillaise entre dans un magasin dénommé le Petit Souk, situé rue de la Paroisse, qui est la principale rue commerçante de la ville. Cette charmante Versaillaise souhaite tout simplement compléter une collection de petites poupées. Je sens que vous commencez à vous énerver et que vous marmonnez dans votre barbe. Son histoire de poupée, ça nous saoule grave. Ne vous énervez pas, patientez, ça va devenir passionnant, respectez-moi quand même. Ainsi donc, notre séduisante Versaillaise commence à chercher une petite poupée d'une collection bien précise, mais ne trouve que des poupées de couleur noire. Elle demande gentiment à la responsable du magasin s'il n'existe pas les mêmes poupées, mais de couleur blanche. Que n'avait-elle dit? Il a semblé qu'un tremblement de terre soudain ébranla tout le magasin. « Comment ?» s'exclama la responsable du magasin. « La couleur noire vous pose problème ?» Et prenant à témoin les clients de ce souk infernal, elle ose traiter de raciste la très charmante Versaillaise qui n'en demandait pas tant.
Pour en arriver à ce niveau de stupidité stratosphérique, l'on peut se demander si la directrice du magasin, dénommé le Petit Souk, rue de la Paroisse à Versailles, n'était pas sous l'emprise d'alcool fort, de fumée hallucinogène ou de piqûres cocaïniques. Cette anecdote m'a tellement frappé que j'en ai parlé à tante Gertrude qui a littéralement explosé. Montigard, à l'évidence, la responsable de ce magasin est complètement frappée. Pour oser faire ce qu'elle a fait, elle doit avoir un gros problème personnel. Il faut donc la prendre à son propre piège. Dis à ta chère Versaillaise qu'il faut qu'elle retourne dans ce magasin et qu'elle demande ingénument, avez-vous une petite poupée de la couleur de votre peau qui, j'en suis vraiment désolé pour vous, n'est pas de couleur noire, mais qui est atrocement blanchounette, ce qui est vraiment très moche d'ailleurs. Mais enfin, n'est-ce pas, on ne choisit pas la couleur de sa peau. Et là, ta Versaillaise ne dit plus rien, elle croise les bras et attend la réponse avec un petit sourire en coin. Et là, je peux te dire que la vendeuse va frôler la crise cardiaque, et c'est tant mieux. Chacun d'entre nous ne peut que se souvenir du drame effrayant de la petite Lola que le système médiatico-politique s'acharne à vouloir faire oublier. Nous le savons, la petite fille fut massacrée dans des conditions qui dépassent l'imagination. Le calvaire qu'elle a vécu a atteint un tel degré d'atrocité qu'il n'est pas excessif de dire que les Français sont en état de sidération, se traduisant par un choc psychologique de haute intensité. Et cela pour deux raisons. La première raison concerne évidemment l'effroyable calvaire qu'a vécu cette si jeune fille de 12 ans qui fut outragée, torturée, égorgée, étouffée, abandonnée par une sorte de monstre algérienne de son état qui n'avait aucun droit au séjour en France et dont l'utilisation qu'elle faisait des réseaux sociaux montre à l'envi qu'elle n'était manifestement pas SDF mais plutôt tout à fait branchée et révélant un visage et une gestuelle assez peu angéliques pour ne pas dire démoniaques. La piste d'un rituel satanique peut être pratiquée assez couramment en Algérie semble-t-il, doit évidemment être explorée. La seconde raison concerne l'ignominie dont ont fait preuve nos pseudo-gouvernants et les médias à leurs bottes. La façon dont ils ont géré ce drame affreux donne tout simplement envie de vomir. À cet égard, la marée de commentaires qui ont afflué sur YouTube est très révélatrice de l'état d'esprit des Français, puisque les mots généralement employés pour qualifier Macron, Borne, Dupond-Moretti, Véran et autres Darmanin dans cette affaire sont édifiants. Ignoble, immonde, insupportable, infâme et j'en passe. Il est d'ailleurs probable que dans l'effondrement soudain de la cote de popularité de Macron et Borne, le drame de Lola n'y soit pas pour rien. Mais tout cela n'était pas suffisant. Il a fallu que le système politico-médiatique atteigne de nouveaux sommets dans l'ignominie en bâtissant de toutes pièces une affaire fournasse du nom de ce courageux député du Rassemblement national qui a dit très simplement qu'un clandestin arrivant en France n'avait qu'à repartir chez lui, ce qui est une évidence, ce qui ne mérite pas 2 lignes de discussion. Mais voilà. Pour couvrir, occulter, oublier la monstrueuse affaire Lola, il suffisait de créer de toutes pièces une affaire Fournasse. La mise à mort du député Fournasse est devenue le sujet le plus important de l'année qui occupe dans son entier le système politico-médiatique. À la vue d'un tel spectacle, disons-le simplement, il nous vient à nouveau une forte envie de vomir. Nous savons que nos dirigeants de pacotille rejoindront un jour les poubelles de l'histoire, mais il faut simplement que nous ayons la force de les supporter encore un certain temps. En ce qui me concerne, moi qui n'ai jamais été Charlie, je suis plus que jamais Lola et je suis plus que jamais Fournasse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Disons-le simplement,
Être dirigé par l'équipe ministérielle actuelle est plus qu'un bonheur. C'est une chance pour la France, mieux que l'immigration. C'est un bonheur indicible, c'est une joie intégrale. Bedam oui quoi, nous les ploucs de base, les sans-dents qui puent des pieds, nous ne sommes rien du tout, ne nous savons même pas compter. Alors que là-haut, dans les hautes sphères de l'État, l'on sait tout faire et évidemment, l'on sait compter. L'arithmétique et les mathématiques n'ont aucun secret pour nos grands dirigeants. On peut le dire et on le dit, l'arithmétique et les mathématiques sont les deux mamelles de nos grands dirigeants, comme l'aurait dit ce bon vieux Sully s'il était encore en vie. Une première preuve. Bruno Le Maire, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture du temps de Sarkozy, avait brillamment déclaré à la télévision qu'un hectare faisait 1000 mètres carrés. Bah, on va quand même pas chipoter parce qu'il s'est trompé d'un zéro. Et puis, l'on sait bien qu'avec les maths modernes, chacun tripatouille les chiffres comme il le veut, puisque l'important est que chacun puisse s'épanouir dans les chiffres. Et donc, je te tripatouille autant que je le veux. Au diable les zéros. Une seconde preuve. Toujours Bruno Le Maire. Notre ministre des Finances vient de déclarer que le budget de la France est calculé à 1 euro près. Ben dame, pour sûr que ça c'est sûr. Lorsqu'il bâtit un budget qui aboutit à un déficit de 158 milliards 549 millions et 12 centimes d'euros, nous savons qu'il s'est bagarré avec ses conseillers pendant 43 jours pour les 12 centimes d'euros. Pas un centime d'euro de plus, qu'il disait le Bruno. Son budget est donc bien à 1 euro près, et même à 1 centime d'euro près. Bruno, tu es mon idole, mon modèle indépassable, mieux que Macrominus. Une troisième preuve, et là, il s'agit d'un ministre de borne qui vient de faire une démonstration mathématiquement époustouflante à l'Assemblée nationale. Il a en effet déclaré que les assistantes maternelles qui gagnaient le SMIC quand elles gardent un enfant gagnaient 3 SMIC quand elles en gardaient 3. Ce qui signifie que si elles gardent 5 enfants, elles touchent 5 fois le SMIC. C'est totalement magique et cela donne des ouvertures extraordinaires à plein de professions. Prenons une institutrice qui gagne le SMIC. S'il y a 20 enfants dans la classe, elle va gagner 20 fois le SMIC par mois, c'est-à-dire plus de 20 000 euros net par mois. Moi, je fonce, je me fais institutrice. Revenons à notre brillant ministre. Devant le tollé provoqué par sa déclaration, il s'est fait illico presto ramener les neurones par ses collègues et a rétro-pédalé comme un beau diable en bafouillant qu'une assistante maternelle qui garde 3 enfants gagne 3 fois un tiers de SMIC. Bon, du coup, je ne veux plus être institutrice et je reste chroniqueur chez TV Liberté. Je vous souhaite une très bonne soirée.